Je suis doctorant à l'université Sorbonne 4 et également à l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques, tout comme ma collègue qui est également doctorante à l'INED et elle qui est accueillie en fait au CMH, donc au Centre Maurice Halbach, c'est à l'EHESS. Donc voilà, je vais laisser ma collègue commencer la présentation. C'est la même, Ah, c'est le même support. bien sûr. Hein. D'accord. Ouais. Euh, donc c'est bon, je peux commencer? Et Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir sélectionné notre communication et je m'excuse de ne pas pouvoir être présente avec vous. Nous sommes tous les deux avec Mathis en début de deuxième année de thèse et nous vous présentons aujourd'hui nos premières ébauches de réflexion sur les marges en éducation. Donc, Mathis, tu peux mettre la slide suivante. Alors, historiquement, la notion de marge a souvent été associée aux banlieues ségrégées en périphérie des grandes villes. Dans les années 1990, le problème des banlieues a occupé une place centrale dans le débat public et les politiques sociales, notamment en raison des émeutes urbaines et les médias qui ont beaucoup parlé en fait, de ce phénomène. Et face à cette situation, l'État a mis en place des dispositifs territorialisés, comme par exemple les réseaux d'éducation prioritaire, les REP, en 1994, inscrits dans la politique de la ville. L'objectif était d'adapter l'action publique aux réalités spécifiques des banlieues paupérisées, désignées sous le terme de quartier, où la population était perçue comme ayant des caractéristiques particulières, nécessitant une intervention ciblée dans ce qui était alors qualifié de géographie prioritaire. Au cours des dernières décennies, la notion de marge éducative s'est élargie pour inclure d'autres territoires en difficulté, notamment les zones rurales, mais aussi d'outre-mer. Longtemps négligés dans les politiques publiques, ces espaces sont aujourd'hui reconnus comme des lieux où les inégalités socio-économiques s'expriment de manière différenciée. Cette prise en compte des inégalités dans les milieux ruraux et d'outre-mer a notamment été amplifiée par les écrits très médiatisés de Salomé Berliou, par le mouvement des Gilets jaunes, ainsi que par la montée en faveur du vote RN dans les espaces ruraux qui a suscité des préoccupations au sein du gouvernement Macron. Euh, donc, donc, en fait, en outre, on se dit que pour définir les marges en éducation et ses frontières, cela présente un double intérêt. D'une part, un intérêt scientifique, notamment en produisant des connaissances plus fines sur les territoires et les espaces et contextes scolaires qui sont en constante évolution, mais aussi un enjeu politique. Les résultats de la recherche doivent guider les décisions de décentralisation étatique pour lutter efficacement contre les inégalités socio-spatiales et notamment à l'école. Ok. Donc pour poursuivre, alors je vous présente sur la diapositive en fait une typologie créée par la DEP en 2019, donc dans le rapport géographie de l'école, qui essaye en fait de dresser une typologie des territoires en fonction de l'offre scolaire, de l'offre culturelle et de la distance parcourue chaque jour par les élèves pour se rendre dans leur établissement. Alors plusieurs types de communes émergent que j'espère que je vais voir malgré tout sur la diapositive. En fait, cette typologie témoigne d'un intérêt grandissant pour l'action publique de prendre en compte la diversité des publics scolaires face à un paradigme éducatif qu'elle s'est inégalement répartie en qualité et en quantité sur un territoire pluriel. Donc, à partir de cette typologie, on peut essayer de préciser notre questionnement autour de la notion de marge. Donc, en éducation, qu'est-ce qu'un centre? Qu'est-ce qu'une marge? Alors, ici, on a essayé de définir la marge comme en fait, une exclusion matérielle et symbolique relative par rapport aux ressources matérielles symboliques elles-mêmes disponibles dans les centres. Alors, on ne peut pas dire le centre, on dit les centres, les centres définissent les marges. Alors, il y a également en fait des limites méthodologiques à cette typologie. Par exemple, on peut dire qu'il est premièrement difficile de saisir toute l'épaisseur sociale d'un territoire avec une seule typologie. Par exemple, à l'île de la Réunion, l'INSEE a notamment développé plusieurs typologies, pour ne citer que celle-ci, en 2024 par exemple, sur la cartographie sociale des hauts de l'île, et par exemple en 2018 avec une cartographie sociale des quartiers de l'île de la Réunion, et non pas des communes. Donc, donc en fait, ce sont des typologies nécessaires et complémentaires. Ensuite, on peut également dire que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que les espaces sociaux localisés au sens où l'entend Gilles Laferté ne sont pas réductibles ni à une typologie, ni en fait à un découpage communal, comme on peut l'observer sur la typologie de l'ADN. Donc finalement, il y a aussi en fait un danger de réification
assez présent par une approche typologique comme celle-ci, on peut se risquer à parler de la France périphérique, de la jeunesse rurale. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a donc des jeunesses rurales pour des France périphériques. Alors on en arrive donc à la problématique qui nous fait nous demander donc, comment les marges de l'éducation nationale se définissent-elles et se nuancent-elles dans toute la diversité de ces territoires d'application. Alors pour ce qui est de la méthodologie, cette communication est en fait le produit d'une collaboration sur le long cours entre deux thèses au sujet, il nous semble complémentaire. Donc ma thèse qui se déroule dans 4 lycées, donc 2 lycées généraux et technologiques et 2 lycées professionnels, et 3 collèges, donc un collège REP+, un collège REP situé en rural éloigné, et un collège hors éducation prioritaire à l'île de la Réunion, dans un bassin communal du Sud. Et également entre la thèse de ZIA, qui concerne 3 lycées généraux et technologiques situés dans des territoires spatialement contrastés, donc dans l'académie de Lyon et de Dijon. Donc elle prend en compte un lycée urbain, un lycée périurbain et un lycée qu'on peut considérer comme rural. Donc à Nevers, dans la Nièvre, et voilà, donc dans l'académie de Lyon. Donc cette communication s'appuie sur plusieurs matériaux d'enquête. Donc on s'appuie ici sur nos observations dans ces établissements et de nombreux entretiens, de très nombreux entretiens même, formels et informels avec les enseignants, les élèves et leurs parents. Donc en fait, cette communication se divise en 2 parties. Premièrement, on va essayer d'aborder les enjeux partagés des marges en éducation, et deuxièmement, on va essayer d'aborder les nuances et les spécificités locales. Donc, premièrement, on va essayer de parler de l'offre de formation. Alors, l'offre de formation est un enjeu crucial puisque l'offre de formation est vectrice d'inégalités sociales territoriales par son inégale répartition hiérarchisée et hiérarchisante. C'est-à-dire que les formations les plus légitimes sont bien souvent situées dans les métropoles, pour ne pas dire Paris, dans certains cas. Et on peut aussi donner de manière plus macro-sociologique que la centralisation des universités et des CPGE en métropole est une construction en miroir avec la concentration des filières STS et des DUT, donc BTS, BUT, dans les territoires ruraux et les insularités. Alors, on peut considérer cette offre de formation comme une variable résultante de l'inertie historique professionnelle et sociale de ces territoires et des besoins de l'emploi local et de son renouvellement. Donc en fait, l'orientation des trajectoires vers un supérieur court ou vers l'apprentissage est bien souvent la conséquence d'un surdéveloppement de l'offre de formation en ce sens. Dans l'Académie de la Réunion, on peut parler de ce surinvestissement vers les filières courtes suite à une démocratisation scolaire tardive. Dans l'Académie de Lille, d'Amiens et de Grenoble, on peut parler par exemple d'un contexte post-industriel qui a dégradé les conditions de vie de ses habitants post-30 Glorieuses par exemple. Et d'ailleurs, les conséquences de cette offre de formation sont bien souvent dans l'établissement scolaire pointées comme un manque d'ambition des élèves par les professionnels de l'éducation. Donc, à savoir que les mobilités estudiantines, même intra-régionales, restent malgré tout l'affaire des jeunes les plus aisés, comme le démontre l'INSEE dans une note en 2019, car celle-ci nécessite souvent un déménagement. Donc, on finira par dire que l'offre de formation est un phénomène reproducteur et producteur d'inégalités sociales pour les jeunes des marges, encadrant leurs aspirations scolaires, à la fois par leurs possibles scolaires que par leurs pensables. Je laisse ma collègue poursuivre. Alors, deuxièmement, la répartition de l'offre culturelle est également un enjeu partagé des espaces en marge. Selon une étude de l'INSEE assez récente, la répartition des équipements culturels en France est très inégale. La majorité des infrastructures, comme par exemple les médiathèques, les théâtres, les cinémas, les opéras et les biens symboliques, se concentrent dans les zones urbaines denses, et notamment à Paris, en raison de l'héritage centralisateur de la France. Les départements d'outre-mer sont les plus sous-équipés, d'après l'enquête de l'INSEE. Et l'enquête souligne aussi que les personnes vivant en zone rurale ont moins accès aux infrastructures culturelles à cause de la distance géographique. Toutefois, l'enquête montre qu'il existe également une distance sociale et symbolique à la consommation de biens culturels, car la participation aux activités culturelles est plus fréquente pour les individus diplômés de l'enseignement supérieur. Ce qui nous invite à penser que les marges doivent être appréhendées à la fois spatialement et socio-économiquement. Donc, troisièmement, la composition donc socio-économique des espaces permet également de mieux cerner ce qui constitue ou non un espace dit marginalisé.
En adoptant une perspective marxiste, un espace peut être considéré comme étant en marge lorsqu'il regroupe des individus dominés sur le plan social, économique et politique. En France, la carte scolaire qui organise les élèves dans les écoles en fonction de leur adresse géographique cristallise le lien entre l'espace et la classe sociale. La répartition des individus dans l'espace crée des zones ségrégées, entraînant alors une ségrégation scolaire qui regroupe des élèves typés socialement au sein des établissements. Et dans l'ouvrage L'école de la périphérie d'Agnès van Zanten, celle-ci distingue deux configurations idéales typiques extrêmes. Donc, elle distingue d'une part les établissements d'excellence et ceux qu'elle qualifie entre guillemets de ghettos populaires. Dans ces derniers, les élèves sont majoritairement issus de milieux populaires en difficulté scolaire. Il y a un turnover important des enseignants et les enseignants sont nombreux à dire qu'ils doivent adapter les programmes vers le bas pour que les élèves puissent suivre. Or, les recherches montrent que la composition sociale des établissements scolaires et l'absence de mixité sociale a des effets notables. Premièrement, sur les performances scolaires des élèves, les collèges populaires ségrégés présentent une moindre progression scolaire, ce qui accentue les inégalités entre les établissements français. Deuxièmement, sur les choix d'orientation, les recherches de Olivier Cousin montrent que les performances scolaires inégales sont aussi couplées aux perceptions et jugements différenciés des enseignants sur leur public scolaire. Autrement dit, la sélectivité est moindre pour les élèves issus de milieux favorisés, tandis qu'elle est plus marquée pour ceux de milieux défavorisés. Et indirectement, on peut supposer que ces parcours scolaires différenciés en termes de performance scolaire et de choix d'orientation analysables à l'échelle des établissements ont des répercussions à plus long terme sur les trajectoires professionnelles des individus et sur la reproduction sociale. Donc, enfin, le quatrième point. Le point commun aux espaces éducatifs en marge concerne les déplacements. D'une part, nous avons vu que les centres regroupent une certaine offre de formation, de travail et de culture. Notamment, les centres regroupent la culture dite légitime, pour reprendre un terme de Bourdieu. Nous posons donc alors cette question: est-ce que les marges peuvent être, entre autres, se définir par le fait que les individus doivent les individus qui vivent dans les marges doivent nécessairement se déplacer dans les centres pour accéder à une mobilité sociale? On est alors confronté à la variété des espaces marginalisés qui se présentent, qui ne présentent pas les mêmes distances géographiques vis-à-vis des centres et donc n'utilisent pas les mêmes moyens de transport pour rejoindre les centres. Il y a donc des coûts d'accès économiques différents pour accéder aux centres. Par exemple, les individus insulaires doivent prendre l'avion pour rejoindre les centres, tandis que les élèves ruraux plutôt le train ou la voiture, et les élèves de banlieue plutôt le métro, le tram et pourquoi pas le RER. Donc alors se pose alors la question de comment penser ensemble toutes ces marges différenciées qui sont confrontées à des distances géographiques également différentes. D'autre part, la demande d'accès à l'enseignement supérieur des jeunes issus des marges est en hausse, mais reste inférieure à celle des métropoles. Cela s'explique donc, comme l'a dit mon collègue, par la répartition inégale et hiérarchisée des établissements du supérieur concentrés dans les grandes villes. Et pour ces jeunes qui vivent en marge, étudier revient souvent à partir étudier et implique donc de nombreux coûts qui ont déjà été dits, donc coûts économiques, émotionnels, moraux et culturels. Ces difficultés se doublent souvent de conflits de loyauté largement évoqués dans les récits de transfuges de classe, où la migration estudiantine est presque toujours décrite comme une épreuve difficile. Donc, pour conclure cette première partie, en fait, les enjeux partagés des espaces en marge, pour les comprendre et les saisir, il semble nécessaire de penser l'articulation entre à la fois la marginalité géographique, mais aussi une marginalité socio-économique. Ok. Donc, on va continuer ensuite sur la deuxième partie de la présentation. Donc, on va ici parler de perspectives comparées, pour ne pas dire complémentaires, sur les contextes scolaires entre insularité et ruralité. Donc, en fait, pour vous parler d'île de la Réunion, j'ai choisi déjà 3 moments clés des scolarités réunionnaises, tout en sachant qu'elles ne peuvent bien sûr pas se résumer à ces timings-là. Donc, en troisième, par exemple, on observe de très fortes tendances d'orientation localisée par établissement vers l'enseignement professionnel, en cause, en partie, d'une très faible expérience scolaire de l'environnement social pertinent des élèves. Euh, cette, cette variable est extrêmement importante et même aggravée des suites de la très faible mixité sociale des établissements scolaires extrêmement ségrégés à l'île de la Réunion, notamment en 4 points que l'on sait d'ailleurs par les travaux de Monsieur Genevo, je crois bien.
Et voilà. Donc ensuite, en seconde, on observe également, à la fin de seconde générale et technologique, en l'occurrence, un recrutement, pour ne pas dire une assignation vers les filières technologiques, fortement socialement orienté, en fonction des publics scolaires CSP-. Et ce phénomène est d'ailleurs accentué lorsqu'il y a, lorsqu'on l'observe dans un établissement à faible mixité sociale. Partons du principe, pour vous donner un exemple, qu'une classe de seconde GT comprend à peu près, de manière très imaginaire, 80% d'élèves CSP+, et 20% d'élèves CSP-. Ces 20% d'élèves CSP- vont avoir de beaucoup plus fortes chances d'être orientés en filière technologique que si la mixité sociale était peut-être plus paritaire. Pour la question du post-bac, on observe des projections heurtées par la dimension sociale des mobilités étudiantes. Et donc, on observe alors un fort recours à un capital d'autochtonie des élèves qui estiment avoir de meilleures chances de réussite scolaire en restant à proximité de leurs ancrages familiaux, spatiaux, sociaux, et également, parallèlement, un impératif de camaraderie qui n'est pas dépendant de la CSP par ailleurs, qui canalise les trajectoires scolaires locales en dépendance à l'offre de formation locale et par étayage sur les parcours scolaires de leurs camarades. Alors, on peut ensuite parler d'une très forte ségrégation slash polarisation sociale des publics entre secteur privé et public à La Réunion. Polarisation d'ailleurs 2 fois plus forte qu'en France métropolitaine. Mais on peut aussi parler d'une ségrégation sociale des publics entre public et public, par des traditions d'évitement scolaire en lien avec une ségrégation résidentielle historique coproduite en fait par ce flux de scolarisation très ségrégés. Donc en fait, par cette ségrégation, il y a alors une augmentation des effets de pair sur les trajectoires scolaires, mais aussi des effets de fratrie, puisque plus la CSP des parents est homogène et basse, plus les effets de fratrie vont jouer une part très importante sur les scolarités. Alors, et finalement, on observe aussi des variations en miroir des climats pédagogiques et des pratiques professionnelles au sein des établissements scolaires rayonnés, par constitution de monde enseignant, pour ne pas dire de monde professionnel de l'éducation, donc autour de l'orientation en réponse à la polarisation sociale de leur public scolaire. J'évoque ici 2 éléments qu'on peut retrouver, la pédagogie élitiste et la pédagogie sociale. Et lorsqu'un élève est scolarisé au collège, par exemple, dans un établissement à tendance pédagogique sociale, dite sociale, et qu'il y passe tout d'un coup dans un établissement à pédagogie dite plutôt élitiste, en fait, cette discontinuité pédagogique va lui être extrêmement néfaste, ne serait-ce que pour son sentiment d'efficacité personnelle. Alors, du coup, je voulais vous présenter le cas de Nevers. Donc, Nevers, qui est une ville moyenne du département de la Nièvre et qui est qualifiée par Elie Guéraud de ville moyenne en déclin en raison d'une baisse démographique, une paupérisation des habitants, la fermeture de nombreux commerces, la hausse du chômage et un recul important des services publics. Et ce déclin se manifeste par une offre culturelle, associative et des infrastructures de transport assez limitées. Donc dans le cadre de mon enquête de terrain, d'un point de vue subjectif aussi, les enquêtés, enfin les jeunes interrogés disent souvent en fait qu'ils veulent quitter Nevers parce qu'à Nevers, il n'y a entre guillemets rien à faire. Et ces éléments à la fois objectifs et subjectifs amènent à considérer Nevers comme une ville en marge. Toutefois, il est intéressant de noter qu'à l'intérieur d'un espace marginalisé géographiquement et symboliquement et socialement à l'échelle nationale, il existe des espaces à l'échelle locale, notamment scolaire, moins marginalisés que d'autres. Autrement dit, des lycées où il est préférable d'être scolarisé du point de vue des acteurs locaux, mais aussi du point de vue des résultats au bac affichés. Tu peux slider, enfin voilà, merci. Donc à Nevers, il y a 4 lycées, donc un lycée privé et 3 lycées publics. Parmi les 3 lycées publics, donc il y a historiquement le lycée le plus vieux, le lycée Jules Renard, qui était le lycée scientifique parce qu'il était le seul à proposer le bac S dans la ville. Le lycée Raoul Follereau, caractérisé du lycée ghetto, entre guillemets, par les acteurs locaux, qui était le seul à proposer le bac ES et le bac STMG. Et le lycée Alain Colas, qui était caractérisé comme le lycée artistique en proposant le bac L. Donc ces lycées sont différents du point de vue de leur spécialisation disciplinaire, du point de vue de leur histoire, puisqu'ils ont été construits à des périodes différentes, mais aussi du point de vue du recrutement des élèves. En fait, à gauche, enfin, ou à droite, pour vous peut-être, on voit les cartes scolaires de recrutement à la fois des campagnes environnantes et au sein de la ville de Nevers. Et en fait, ce qui permet d'expliquer les réputations différenciées des établissements, c'est notamment la carte scolaire. Par exemple, le lycée Raoul Follereau recrute une partie des élèves venant des banlieues paupérisées de Nevers et à forte dominante immigrée. Ce qui fait qu'à l'échelle locale, enfin, on lui a attribué une mauvaise réputation.
À l'inverse, le lycée Jules Renard a eu son, entre guillemets, son prestige puisqu'il avait le bac S et qui était le plus vieux lycée de Nevers. Ce qui est pourtant intéressant, c'est que si on regarde les chiffres, le lycée Alain Colas est celui qui est le plus favorisé euh, socio-scolairement. Mais en fait, à l'échelle locale, les Neversois continuent de voir le lycée de Jules Renard comme le lycée, enfin comme le meilleur lycée, et ont tout un tas de stratégies pour faire, enfin, pour éviter la carte scolaire et faire en sorte que leurs enfants soient scolarisés dans ce lycée. Donc en fait, ce qui me semble intéressant, c'est qu'au sein d'une ville moyenne caractérisée en marge socialement et géographiquement, le lycée Jules Renard semble être, pour les acteurs locaux, entre guillemets, l'élite parmi les autres offres scolaires disponibles. Et donc, les réputations locales sont largement à l'œuvre dans ce processus et permettent, il me semble, de complexifier la notion de marge en éducation. Oui, alors, je vais très rapidement conclure le propos. Donc, on aura bien compris que pour nous, à la fois sur son terrain comme sur le mien, la carte scolaire relève en fait d'un tigre de papier qui ne fait peur qu'au CSP- ou au CSP moyenne, et encore. Donc voilà. Donc plusieurs contraintes semblent donc peser différemment sur la trajectoire scolaire des marges de l'éducation nationale. Mais en fait, on dira surtout que la notion de marge se cristallise autour des mobilités et des ressources dont elle conditionne l'accès, et deuxièmement, se confirme par une action publique trop globalisante et court terme pour saisir les très nombreuses nuances et déjouer les inerties des ordres et désordres éducatifs locaux, pour citer Ben Ayed Choukri. Et donc, je te laisse ouvrir, il te reste peut-être quelques secondes, Zia. Ah oui, donc oui, en guise d'ouverture, je trouvais que c'était aussi, enfin, on trouvait que c'était intéressant de parler des dispositifs, notamment universitaires, où il y a des sortes de campus universitaires qui se forment dans les villes moyennes. Donc, elles prennent deux cas de figure, les campus connectés, avec la possibilité de suivre des licences à distance dans les villes moyennes, mais aussi des universités élitistes comme Sciences Po ou les IEP, enfin les instituts d'études politiques qui ouvrent des campus dans les villes moyennes. Et je trouve que ça interroge aussi cette question, entre guillemets, est-ce que du coup, c'est les centres qui se rendent dans les marges et quels effets en fait de cette, enfin de ce mouvement, enfin de ce déplacement des institutions universitaires? Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Euh, Bonjour, merci beaucoup du coup, à Dia et Mathis pardon, pour leur présentation que j'ai trouvée très très intéressante. Moi j'avais une question, mais c'est une question un peu de curiosité. Vous avez mobilisé la notion de capital d'autochtonie, mais je ne sais pas s'il n'y a que toi Mathis qui la mobilise ou si Dia la mobilise aussi dans tes travaux. Moi c'est une notion qui m'intéresse mais qui m'a aussi donné pas mal de fil à retordre. Et je me demandais un peu concrètement, cette notion de capital d'autochtonie, comment est-ce qu'elle a été mobilisée par vos enquêtés? Enfin, concrètement, par quoi ça se traduit lorsque des trajectoires, enfin des choix en tout cas d'orientation, vont justifier par cette notion, enfin que vous en tout cas vous interprétez par cette notion de capital d'autochtonie. Concrètement, comment ça se, il y a quoi comme valeur derrière un peu concrète derrière ce capital? Voilà, c'est ça, c'était bien ma question. Pardon? C'est Je suis désolée, Qui est à l'origine de cette notion? de la notion de capital d'autochtonie? Ah bah la référence. Jean-Noël Rothière, 2003. On peut répondre. Peut-être, on peut pas la voir, non, il n'y a pas moyen de. Si, on la voit en haut, mais je trouve que Il y a peut-être que vous souhaitez prendre la parole ou vous, Mathis? C'est vraiment comme dire. Vas-y Mathis, je pense que tu as plus de matériaux. Ok. Alors, cette notion de capital d'autochtonie, pour moi, elle est déclinable sur plusieurs facteurs sociologiques. Déjà, sur la question du genre, qui est, en fait, cette notion de capital d'autochtonie est mobilisée très, très différemment par mes enquêtés en fonction du genre. C'est-à-dire que, en fait, euh, je vais prendre le cas de mes enquêtés qui ont été sur Parcoursup à partir du lycée professionnel récemment. C'est-à-dire que les garçons qui ne sont pas qui n'ont pas donné suite à leur processus Parcoursup sont partis quasiment instinctivement dans les entreprises de leur tonton, de leur papa, partir faire des stages professionnels, des certifications professionnelles ou s'insérer directement en emploi. Pour le cas des filles, c'est quand même plus difficile puisque le secteur de l'emploi est extrêmement défavorable aux femmes à l'île de la Réunion, particulièrement en France, pour les hommes également d'ailleurs, mais du coup particulièrement défavorable à l'insertion pour les femmes à l'île de la Réunion, puisqu'en fait il y a une division
sexuelle du travail domestique et en fait simplement une division sexuelle du travail social qui s'opère. Donc en fait, ce capital d'autonomie est mobilisé de manière très très différente en défaveur des femmes. Après, la question du genre sur le capital d'autonomie aurait mérité au moins 3 à 4 slides en plus et peut-être 10 minutes de discussion minimum, mais j'ai fait le choix de ne pas, pour une question de temps et de précision, de ne pas l'évoquer ici. Mais oui. Merci. Une autre question. Une réaction par rapport à la question des campus connectés dans les universités. Moi, j'ai travaillé avec les campus connectés en Polynésie française, donc pour le coup, la marque qu'on dit, c'est un même mot. C'est vraiment la marque éloignée même. Et finalement, c'est aussi une question de partenariat et de politique publique qui sont menées parce que à quel moment sont ouvertes ces connectés, quand est-ce qu'ils sont connectés, est-ce que vraiment ça permet de rejoindre le centre ou pas, en fonction des territoires. Je pense que c'est assez diversifié et que c'est plus ou moins facilité. Pour moi, les politiques aussi, vraiment, mener en tout cas les projets de campus connectés dans les différents territoires, peut-être que les deux parties, l'accessibilité soit facilitée en fait. Voilà, juste une réaction. Excusez-moi, j'ai pas du tout entendu la question. C'est pas une question. En fait, c'était plus un partage de réflexion et un parallèle avec ce qui était fait en Polynésie. Ouais, ok. C'était par rapport au campus connecté, à la relative inefficacité des campus connectés en fonction de leur territoire d'application. Merci beaucoup. Moi, c'est peut-être une question vachement méthodologique. Alors, limite, voilà, on a interrogé beaucoup de livres. Vous dites, on a interrogé des voix en tête dans des collèges, des lycées, des parents également, qui ont une vision. À un moment donné, vous me dites, les enseignants disent, et parce qu'en fait, je voudrais avoir le point de précision, adapter les programmes par le bas pour que les élèves suivent. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça fait référence et que ça implique dans votre propos? Bien sûr, alors je vais commencer là-dessus et je vais laisser Zia terminer. Alors, adapter les programmes par le bas pour que les élèves suivent, c'est typique en fait de ce que j'ai essayé de qualifier très très grossièrement de la pédagogie sociale, qui est en fait une réaction enseignante professionnelle collective dans les établissements à très forte homogénéité sociale et public scolaire défavorisé. Donc Zia, est-ce que tu veux suivre là-dessus? Oui, exactement. En fait, cette phrase-là, je l'ai empruntée du livre d'Agnès Van Zanten dans l'école de la périphérie, qui avait été également cité dans un des livres de Anne Barrère, je me rappelle plus exactement duquel, sur les enseignants. Et en fait, elle montrait toutes les deux que lorsque les enseignants sont confrontés à un public assez, public populaire à faible mixité sociale, en fait, les enseignants face aux difficultés scolaires des élèves ne peuvent pas garder leur niveau d'exigence intellectuelle tel qu'ils les avaient quand ils sont sortis de la fac et donc doivent, entre guillemets, s'adapter aux difficultés présentées par les élèves. Et c'est pour ça que j'avais cité cette phrase. Après, moi, ça se retrouve également sur mon terrain de recherche. Mes trois établissements sont à IPS moyen. En fait, IPS moyen pour un lycée général, c'est 115. Et pourtant, en fait, les enseignants disent régulièrement qu'ils doivent, notamment, je pense à une prof de français qui dit régulièrement qu'elle doit, entre guillemets, baisser le niveau parce que les élèves n'ont pas les références, ne connaissent pas Ruy Blas, etc. Et en fait, elle partage souvent sa frustration en tant que prof et un peu son agacement vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci, parce que c'est moi qui n'avais pas distingué le fait que c'était cité et pas extrait de votre terrain d'enquête. Voilà, pardon. Et peut-être que pour finir, j'ajouterai une précision sur cette notion de mobilisation du capital d'autochtonie, qui, je trouve, assez intimement lié avec l'impératif de camaraderie. Il n'y a pas que le genre, il y a aussi le social, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ethnique. Puisque pour citer Nicolas Roinsart, la ségrégation sociale à l'île de la Réunion recoupe en fait historiquement une ségrégation ethnique. Et les populations se regroupent ou sont regroupées, peut-être même les deux, par une ségrégation résidentielle qui en fait fait de la répartition des publics scolaires souvent un phénomène d'apartheid scolaire, pour citer Georges Felouzzi,
mais je ne m'aventurerai peut-être pas dans ma thèse sur ce genre de profonde sociologique, méthodologique. Pour autant, et je vous remercie d'avoir pointé le fait que l'offre scolaire privée avait foncièrement un impact et on ne pouvait pas penser finalement cette problématique sans intégrer le rôle en direct de l'UVA que les établissements publics ont, notamment à La Réunion, parce que depuis la loi d'obligation scolaire à partir de 3 ans, personne n'est sorti dans la rue, mais le tapis rouge et ceux qui ont eu des dividendes de 3 à 6 ans, c'est quand même les établissements publics sous contrat, et on sait qu'à La Réunion, depuis, ils ont ouvert des classes, et certains envisagent de rouvrir une école, donc c'est sûr que en termes de conséquences sur les stratégies parentales, du coup, mobiliser les travaux de Van Zanten, tout ça, ça va avoir un impact considérable sur notre travail également. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être une dernière question? Je suis arrivée encore 2 minutes éventuellement. Alors, c'est parfait. Merci à nouveau à tous les deux et bon courage pour la poursuite. Là, le terrain était bien entamé. Absolument. Voilà. Moi, j'ai pas tout saisi sur les transcriptions, les entretiens que vous avez réalisés, mais voilà, des petits éléments à réénoncer. Mais bon courage à tous les deux et c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas et merci pour ce format hybride.